Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour votre JT sur Monaco Info. Voici les titres de ce jeudi 14 mars, un jour particulier pour son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, puisqu'il a célébré aujourd'hui son anniversaire entouré des Monégasques venus en nombre sur la place du Palais Princier. Le grand rabbin de France sera notre invité ce soir. Raïm Corsia intervenait hier lors d'une conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation sur le thème de la Bible et l'écologie. L'histoire de l'Irlande racontée à travers des lettres adressées aux différents présidents. C'est un ouvrage que l'auteur Flore McCarthy est venu présenter à la Princess Grace Irish Library. Nous nous intéresserons ce soir aussi à la charge mentale qui affecte notamment le bien-être des mères. Nous développerons ce sujet avec Marie Garot, philosophe et maîtresse de conférences. Et puis une page culture avec le coup d'envoi du Festival Printemps des Arts Monte-Carlo et Boudère à l'affiche des Sérénissimes de l'humour. Événement aujourd'hui sur la place du Palais Princier, des milliers de personnes se sont réunies sur le Rocher en ce 14 mars pour célébrer l'anniversaire de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Un instant chaleureux organisé à l'initiative de l'association Objectif Monaco et sur lequel revient Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Ils étaient près de 9000 sur la place du Palais Princier ce jeudi 14 mars afin d'y célébrer l'anniversaire du Prince Albert II. Organisée par l'association Objectif Monaco et à l'image de la fête nationale, cette manifestation aura permis de rappeler l'attachement de la population monégasque envers son chef d'État. Il y a beaucoup de nos membres qui nous posaient des questions sur des sujets qui auraient pu être à l'ordre du jour pour des futurs débats. Et beaucoup s'inquiétaient par rapport à l'actualité aussi autour de la principauté et voulaient marquer leur attachement pour la principauté, la famille princière et le souverain. Et on s'est rapidement rendu compte que l'anniversaire du souverain arrivait et ça pouvait être une belle initiative de venir marquer notre attachement et notre présence pour le soutenir et voilà, être là tous ensemble. C'est juste un rassemblement et pour montrer notre soutien. Voilà, ça fait du bien de temps en temps de s'unir et de se retrouver tous ensemble sur la place du Palais, en dehors de la fête nationale, qui est peut-être un peu plus classique. Donc là, l'événement est encore plus fort. Après une apparition à la fenêtre saluée par la foule et l'hymne monégasque joué par l'orchestre des Carabiniers du Prince, la famille princière s'est rendue au plus près de la population. C'était un événement exceptionnel et on a apprécié, on a pu manifester au prince donc l'attachement à lui, à sa famille et c'était extraordinaire. Franchement de base j'étais même pas au courant mais ça fait vraiment plaisir, il y a beaucoup de monde, l'ambiance elle est vraiment jolie. On a vu le prince en haut de la fenêtre, il est même descendu donc c'était vraiment sympa. Tout s'est bien passé, on est content de soutenir notre prince. En plus de ça la princesse, ça se voit ils sont proches des monégasques. Et du coup des gens qui sont à Monaco et des gens qui étaient à la fête, ils nous ont fait coucou. Franchement c'était génial. Je pensais que c'était un très bel événement pour le prince et pour toute sa famille, donc voilà, moi je trouve que c'est bien. C'est important pour la principauté, c'est quelque chose qui devait être fait et nous sommes contents d'être là. Monégasques, résidents, touristes, cette manifestation publique, spontanée et festive aura conquis l'ensemble de la population. Voilà pour cette foule rassemblée autour du prince souverain pour célébrer son anniversaire. Dans le reste de l'actualité, en principauté, l'État monégasque se constitue partie civile dans le dossier de l'esplanade des pêcheurs. L'État avait été condamné en juin 2020 à verser 136 millions d'euros augmentés des intérêts à un promoteur dans le cadre d'un projet d'opération immobilière et culturelle sur l'esplanade des pêcheurs. De récentes publications sur Internet et divers articles de presse relatifs aux procédures judiciaires engagées devant les tribunaux de la principauté ont conduit l'État à s'interroger sur les conditions dans lesquelles cette condamnation a été prononcée et à se constituer partie civile dans une procédure pénale ouverte récemment, précise un communiqué.
Le grand rabbin de France était l'invité hier soir de la Monaco Méditerranée Foundation. Raïm Corsia a tenu une conférence intitulée « Bible et écologie », un thème qui a permis de mettre en lumière que les textes juifs s'intéressaient déjà aux préoccupations environnementales. Le grand rabbin de France est en duplex avec nous. Bonsoir Raïm Corsia. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Un mot tout d'abord sur la guerre qui oppose Israël contre le Hamas. Vous vous êtes déjà exprimé à plusieurs reprises sur le sujet en appelant à construire un avenir de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est un appel que vous lancez encore et toujours ? Mais Israël est en train d'essayer d'abord de sauver ses otages, deuxièmement de se protéger son territoire, c'est le rôle d'un État, et puis de sauver les Palestiniens de Gaza de l'emprise maléfique du Hamas. Les Palestiniens de Gaza sont otages du Hamas qui les utilise comme bouclier humain, qui les utilise sans vergogne aucune et sans compter le prix du sang qu'il impose à son propre peuple. Donc là, il faut juste que, si j'entends de ci, de là les appels pour un cessez-le-feu, il suffit que le Hamas rende les otages et puis les choses pourront évidemment s'organiser. Et face à cette tragédie, à la hausse des actes antisémites en France, vous avez appelé aussi à protéger le vivre ensemble, à la solidarité. L'antisémitisme, c'est une des conséquences du 7 octobre et c'est mondial. C'est ça qui est terrifiant, c'est que c'est mondial, comme si localement les gens expliquaient que s'il y a des problèmes par le monde, c'est forcément la faute des Juifs. C'est le rôle de bouc émissaire qui est insupportable quand on pense à l'augmentation des faits antisémites, mais également des faits antichrétiens en France. Par exemple, l'an passé, il y a eu 537 faits antichrétiens en France. Et le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre, le président, le gouvernement ont mis en place une mécanique d'étude des faits antireligieux dans le pays. Et on sait qu'au moment maintenant pendant le Ramadan, les mosquées sont protégées. Pendant Pâques et Noël, les églises et les temples sont protégés. Pendant les fêtes juives, les synagogues sont protégées. C'est une situation qui n'est pas acceptable, que le fait de pratiquer son culte, sa foi, ce qui devrait rapprocher les uns et les autres, puisse servir de prétexte à quiconque pour faire du mal. Et c'est intolérable dans une république comme la nôtre. Raïm Corsia, revenons à la raison pour laquelle vous êtes ici en principauté. Vous êtes l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation sur le thème Bible et écologie. Les deux sont étroitement liés ? Je pense que la Bible, qui raconte les invariants de l'humain, la Bible, ça ne raconte pas l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rachel, Rebecca, Léa. Ce sont des personnages formidables, les patriarches, les matriarches. Ça raconte ma vie, votre vie, la vie de chacun et chacune, de tous les temps, de tous les lieux. Et donc l'un des invariants de l'humain, c'est la protection de la nature. Donc on doit le retrouver dans la Bible. Et ce soir, le travail que je vais essayer de faire avec l'ensemble du public, c'est de retrouver dans la Bible les mécanismes de protection de l'environnement qu'on retrouve aujourd'hui comme si on découvrait, j'allais dire, le fil à couper le beurre. La réalité, c'est que nous avons depuis toujours cet intérêt, cette obstination de protéger la nature. Oui, elle offre quelques perspectives intéressantes à ce sujet. Oui, par exemple, regardez la jachère, quelque chose qu'on retrouve dans la Bible, qui dit simplement « Arrêtez de vous obstiner à tirer tout le temps de la terre. Laissez la terre se reposer. Une année tous les 7 ans. Alors après, ça va être une année tous les 6 ans, on peut discuter comme on veut. Mais le principe de demander à la terre de donner et à un moment de la laisser j'allais presque dire recharger ses batteries, se recharger, se refaire. Par exemple, on sait que les paysans ne cultivent pas tous les ans la même chose sur les mêmes terres, parce que ça épuise littéralement la terre. Donc voilà un principe que la Bible propose, ou encore le nouvel an des arbres. Une sorte d'attention particulière aux arbres, parce que, comme le dit la Bible, l'homme est un arbre des champs. En fait, et la grande différence, parfois, de l'écologie politique, c'est que c'est une écologie dans la Bible qui est un humanisme avant tout. Et aussi, les fêtes juives ont toujours un lien écologique. Oui, c'est vrai. Les fêtes juives sont toujours liées au semail, au moment où on plante, au moment où on récolte, au moment où on rassemble tout ce qu'on a récupéré, au moment où on plante les arbres fruitiers. Bref, les fêtes juives sont toujours liées aux saisons, je dirais presque au travail de la terre, comme si c'est en travaillant la terre qu'on arrive à retrouver un lien avec Dieu. Et l'homme serait né cultivateur. En tout cas, il espère. Et personne n'espère plus qu'un cultivateur, parce que vous plantez, et vous devez espérer qu'il n'y ait pas de gel,
qu'il pleuve ce qu'il faut mais pas trop, qu'il y ait du soleil mais pas trop. Et que dans cet équilibre entre le bien qui peut devenir mal, trop de soleil c'est une catastrophe, juste ce qu'il faut c'est une bénédiction, juste de l'eau c'est une bénédiction, trop d'eau c'est une catastrophe, un peu de frais mais pas de gel. Bref, toute cette espérance construit un lien forcé, je dirais, avec Dieu si vous y croyez, ou avec la nature si vous espérez soit en l'homme, soit en Dieu. Et encore aujourd'hui, c'est l'un des grands défis planétaires qui nous concernent tous, cette protection de la planète. Oui, on le voit ici, je veux dire en Europe, dans l'Occident, mais il faut penser à ce qui se passe dans le Sud, la déforestation massive, l'augmentation de la zone désertique. Moi j'allais souvent en Afrique quand j'étais dans les armées, on voit bien que le désert littéralement avance. Et je crois qu'on mesure les questions écologiques qu'à l'aune de nos petits désagréments locaux. Il faut les penser dans un grand ensemble qui s'appelle la planète. Donc c'est un ouvrage commun pour protéger la maison commune. Eh bien, merci beaucoup, Raïm Corsia, d'avoir été notre invité ce soir. On le rappelle que vous interveniez lors d'une conférence donnée par la Monaco Méditerranée Foundation. Merci beaucoup. Au revoir. La Princess Grace Irish Library recevait, elle, Flore McCarthy, récipiendaire de la bourse The Island Funds Monaco. Elle est venue dévoiler son ouvrage The President's Letters, qui a été en lice pour le meilleur livre publié en Irlande en 2021. Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, était présente lors de cette soirée. Vous allez comprendre pourquoi dans ce reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. La soirée à la bibliothèque irlandaise Princesse Grace a débuté par un concert de harpe donné par des jeunes de l'Académie Régnier III, un concert de musique traditionnelle du pays. L'écrivaine, journaliste et présentatrice à la télé irlandaise, Flore McCarthy, a par la suite présenté son ouvrage « Les lettres des présidents, une histoire inattendue de l'Irlande », écrit il y a 3 ans avec des anecdotes également concernant la principauté. C'est une collection des lettres écrites par et pour les présidents d'Irlande. Pendant leur recherche, j'ai lu des milliards de lettres et j'ai choisi ce qui me plaît, surtout des lettres entre la princesse Grace et même la princesse Caroline à l'âge de 5 ans. Et le président d'Irlande, donc ils sont là, des lettres charmantes. Dans les futurs projets de la journaliste, réaliser un documentaire télévisé sur ce livre. C'est absolument ça, et c'est ça pourquoi je suis ici, grâce à la fondation Island Funds Monaco. Je suis ici à la bibliothèque pendant un mois pour faire la recherche, et c'est pour le pas prochain. C'est de créer un documentaire pour la télé sur le livre et l'histoire, toutes les histoires dedans. L'Irlande sera à nouveau à l'honneur dimanche 17 mars pour la Saint-Patrick, avec notamment à partir de 12h, ambiance musicale, plats traditionnels et groupes de danseuses irlandaises au marché de la Condamine. Et si vous avez manqué ce rendez-vous avec Flore McCarthy, elle sera de retour à la Princess Grace Irish Library le 19 mars prochain. ChatGPT, DALL-E, Midjourney, tous ces termes font référence à des intelligences artificielles. Bien utilisées, elles peuvent être une opportunité pour l'enseignement et l'éducation, mais comment ? Une question qui a été débattue lors des mercredis du numérique où parents et enseignants étaient présents pour mieux cerner cette nouvelle technologie. Plus de détails avec Alban Gingembre et Lionel Bernardi. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre quotidien. Elle l'est aussi dans l'éducation au service des enseignants. On parle ici d'IA générative, c'est-à-dire qui génère du contenu. On parle souvent de ChatGPT, on parle souvent de DALL-E qui génère des images. On va essayer de décrypter un peu la manière dont les profs, les enseignants peuvent se saisir de ces outils pour avoir une pédagogie plus riche, plus différenciée, plus impliquante pour les élèves. Et donc l'IA, elle va essentiellement permettre de gagner du temps pour créer des quiz, par exemple, aux enseignants. Elle va permettre d'impliquer l'élève et elle va permettre surtout de faire une pratique différenciée. Chacun apprend différemment. L'objectif, c'est de proposer des contenus qui sont différenciés grâce aux IA. Mais ce n'est pas la seule technologie qui touche l'éducation. La réalité augmentée, la réalité virtuelle sont aussi des technologies qui touchent fortement l'éducation aujourd'hui. Ces nouvelles tendances en termes de pratiques éducatives peuvent interroger. Le rôle de l'enseignant doit rester central. L'enseignant, il est là pour apprendre aux gens à comprendre son environnement, comprendre ce qui se passe dans le monde. Au contraire, la révolution technologique aujourd'hui, elle renforce le rôle de l'enseignant dans la capacité à expliquer, décrypter, apprendre à réfléchir.
L'intelligence artificielle, ne vous déplaise, a donc bel et bien fait son entrée sur les bancs de l'école. Un chiffre, à présent 91%, c'est la part de femmes qui se sentent submergées depuis qu'elles sont mamans. Un chiffre dévoilé l'été dernier dans une étude IFOP publiée en juillet 2023. C'est ce qu'on appelle la charge mentale, une réalité que nous avons souhaité développer avec Marie Garot. Elle est psychologue et intervenait lors d'un atelier sur ce thème au CHPG avec les rencontres philosophiques. Bonsoir Marie Garot. Bonsoir. Tout d'abord, comment désigner la charge mentale ? Alors, la charge mentale, on peut la définir comme la part psychique et cognitive du travail de soins et du travail d'organisation de la vie familiale, qui est d'autant plus forte quand les femmes qui l'effectuent doivent la concilier avec un travail salarié. C'est tout ce qui a trait à l'organisation, l'articulation des temps, l'articulation des activités des uns et des autres, voilà. Oui, parce que là, c'est l'angle du fardeau invisible des mères qui a été discuté lors de cet atelier philo au CHPG. Absolument, alors absolument, et vous avez raison de souligner ces deux aspects. L'invisibilité, elle est liée à plusieurs facteurs. D'abord, le fait que c'est un travail qui est mental ou psychique, cognitif, donc qui implique de savoir anticiper, prévoir, articuler, organiser, gérer en fait les différentes activités pour soi-même et pour les membres de la famille. Mais c'est aussi lié au fait que c'est un travail qui s'opère dans la sphère domestique, familiale. Et généralement, du coup, on pense que dans cette sphère-là, il n'y a pas de travail qui s'effectue. Il y a du dévouement, il y a du soin, mais ce soin, il est souvent pensé comme l'expression de la nature des femmes plutôt que comme un travail. Donc on a du mal à le percevoir. Et la raison pour laquelle ce sont les mères qui le prennent en charge est liée au fait que la féminité a été définie dans la période moderne, justement à travers le soin des autres. Et donc, on s'attend naturellement à ce que les femmes effectuent ces activités-là, les prennent en charge, en soient les premières responsables. C'est une attente sociale largement partagée. Parfois, on parle de double journée, c'est ça ? Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le terme lui-même a été introduit par une sociologue, Monique Eco, en 1984, alors qu'elle discutait justement la question de la double journée. Et elle propose de parler plutôt de charge mentale pour souligner que finalement, la double journée des femmes, donc le fait qu'elles cumulent activité salariée et activité domestique, ce n'est pas une succession de temps différents. En fait, à partir du moment où elles doivent concilier la vie familiale et l'emploi salarié, c'est en permanence qu'elles sont préoccupées et qu'elles cherchent à ajuster donc ces différentes temporalités les unes aux autres. Donc la charge mentale, elle est permanente. Et quelle est l'origine de cette charge mentale ? D'où prend-elle sa source ? Alors, il y a plusieurs sources. Donc là, je viens de citer le travail de Monique Eco, qui est sociologue du travail. Mais on peut dire que c'est aussi un concept qui a été préparé, je dirais, par toutes les analyses consacrées au travail domestique par les théoriciennes féministes dans les années 70. Dans les années 70, il y a tout un mouvement de politisation de la sphère privée qui va permettre justement de critiquer un certain nombre de mythes, notamment le mythe du dévouement naturel des femmes, et qui donc vont chercher à mettre au jour, à rendre visibles les activités que les femmes fournissent dans la sphère familiale. Et c'est aussi sur ce fond-là que le concept de charge mentale va évidemment prendre sa source. Et aujourd'hui, le débat sur la charge mentale fait émerger, on peut dire, cette zone grise des tâches familiales. Alors effectivement, ce sont des tâches dont nous sommes toutes et tous dépendants, dont la société dans son ensemble dépend, et qui restent le plus souvent invisibles, sont même parfois difficiles à décrire pour celles qui les effectuent, et plus particulièrement à décrire comme du travail, puisque dès leur enfance, les filles apprennent à s'occuper des autres, apprennent à investir l'espace domestique, si bien que elles, une fois adultes, finalement, elles s'attendent à faire ces tâches-là et elles ne pensent pas forcément ces tâches comme un travail dont le partage et l'organisation pourraient être discutés ou devraient l'être, même si évidemment ça change. Comment se défaire de ces clichés alors de cette charge aussi ? Alors la première tâche, c'est de rendre visible ce travail-là, et pour ça, évidemment, les sciences humaines et sociales ont un rôle central à jouer dans la mise au jour de ces pratiques, mais les femmes ont aussi un rôle à jouer. Là, on est à une semaine du 8 mars, qui a été donc la journée internationale des femmes, lors de laquelle beaucoup de femmes ont appelé à faire une grève féministe, c'est-à-dire à arrêter finalement tout le travail de soins, tout le travail domestique, pour que tous et toutes nous comprenions à quel point nous en dépendons. Donc il
il y a évidemment une part de mobilisation de la société, des sciences humaines et sociales. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi, bien sûr, des initiatives législatives. Là, on a depuis quelques années allongé le congé paternité en France. C'est évidemment quelque chose de tout à fait nécessaire. Et il est donc essentiel d'en parler, d'échanger aussi, et cet atelier est plus que bénéfique. Cet atelier est plus que bénéfique, et donc là encore, il faut remercier les rencontres philosophiques de Monaco, voilà, de permettre à la philosophie de venir aussi animer le débat public et s'enrichir aussi des témoignages, des récits, des expériences de chacun et de chacune sur ces questions. Eh bien, merci beaucoup Marie Garot d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Au revoir. Et prochainement, nous évoquerons sur notre antenne La vie à deux avec le psychiatre Serge Effez. Retour à présent sur le coup d'envoi du Festival Printemps des Arts. La 40e édition a été lancée par un concert en l'église Saint-Charles, concert qui a connu un large succès, comme a pu le constater José Sacré, Hugo Comassa et Clélia Renaud. Interprété par Sandro Compagno, 3 pièces pour saxophone solo, 2 de Luciano Berio et 1 de Bruno Mantovani, ont encadré l'œuvre principale du concert d'ouverture du Printemps des Arts de Monte-Carlo, concert donné en présence de la princesse Caroline, présidente du festival. Ce requiem signé d'un musicien phare de la première Renaissance, Johannes Ockeghem, né autour de 1420 dans l'actuel Hainaut, était interprété par le remarquable ensemble Gilles Binchois que dirige Dominique Vellard. C'est une pièce de répertoire extraordinaire. Tous les chanteurs, là on est 7 chanteurs, 7 voix d'hommes, sont vraiment ravis. C'est une œuvre qui est très complexe, mais qui sonne merveilleusement bien. Donc c'est quand même un peu l'idéal pour un musicien, c'est-à-dire il faut se tenir parce qu'il y a des choses très difficiles à faire, mais en même temps la sonorité est incroyable. Il y a une très très grande force, une sonorité pleine et vraiment majestueuse, c'est extraordinaire. La musique, elle n'est pas ancienne. Dès qu'on pratique une musique, quand on la fait vivre, elle est contemporaine. Donc en fait, les musiciens, on est évidemment très, très touchés par tout ce qui se passe dans le monde, parce que c'est pas toujours très facile. Et par contre, on essaye peut-être d'apporter un peu de sérénité et de joie aussi, parce que c'est quand même très important pour les gens et pour la société. De la sérénité, de la joie et du rire, il en règne actuellement au Sérénissime de l'humour où la 18e édition se poursuit au Grimaldi Forum. Mercredi soir, c'est Boudère qui était à l'affiche avec son spectacle Boudère is back. Vanessa Dessy et Hugo Comassa l'ont rencontré. J'ai plein de souvenirs dans cette chambre. J'ai pas assez d'un spectacle pour tout vous raconter. Ça c'est Mimir, petit Anne. Ouais, c'est mon confident. Je vais tout raconter à lui. Heureusement, il parle pas. Beaucoup de légèreté et d'autodérision, un spectacle familial qui se déroule dans la chambre d'enfants de Boudère. Entre déboires, des débuts dans le métier ou le vivre ensemble, l'artiste en dévoile un peu plus sur sa personnalité. J'étais devant Dorothée, c'est comme un tremblement de terre. Et là, il y a une main qui m'a attrapé. Voici tremblement de terre. J'ai vu 2 minutes du concert. Pourquoi Boudère is back? Boudère est de retour à ses premiers amours, c'est-à-dire ses premiers amours, qui est le seul en scène. J'avais fait une pièce de théâtre entre-temps et je n'étais pas remonté sous seul depuis très très longtemps. Et j'avais envie de revenir sur scène et raconter un petit peu tout ce qui s'est passé à partir de ma chambre d'enfant. Justement, avec les petites expériences que j'ai eues au théâtre, je me suis dit, c'est tellement dommage que nous, qui ont du one-man show, on puisse pas avoir un décor, tout simplement. Et je me suis dit que mon point de départ, c'était la chambre d'enfant, et je voulais raconter un peu tout ce qui s'était passé à partir de cette chambre-là. J'ai plein de souvenirs dans cette chambre. Je me rappelle quand on était petit à la maison, et qu'on avait une coupure d'électricité due au non-paiement de l'électricité. Mais bon, quand il y avait une coupure d'électricité chez moi, 5 minutes après, il y avait une coupure d'électricité dans tout l'immeuble. Non, parce que mon père, il avait une devise. Il disait, si nous on n'a pas, wallah, personne il l'aura. Pourquoi? C'est une devise comme une autre.
Au-delà de ce spectacle humoristique, Boudère a souhaité faire passer un message sur les causes qui lui sont chères. Bon, il y en a 2-3 qui est le vivre ensemble, combattre le harcèlement scolaire et rire sans vulgarité. Ouais. C'est un petit peu tout ça. Ouais. Les Sérénissimes de l'humour vous donnent rendez-vous le 16 mars avec le prochain spectacle de David Voinson. À seulement 25 ans, il est la star montante de l'humour et accumule des millions de vues sur les réseaux où son personnage de la blonde est déjà culte. Place à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Christine Datomel, quelle est la tendance pour la journée de vendredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Vendredi, le temps qui s'installera sera couvert. Une journée dans l'ensemble nuageuse. Les températures n'excéderont pas quant à elles les 15 degrés. Demain, sinon, nous fêterons les Louises. Une pensée donc pour toutes les Louises. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec l'événement de ce 14 mars. Des milliers de personnes réunies sur la place du Palais Princier pour célébrer l'anniversaire de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Stéphane Dana et Frédéric Nébinger ont immortalisé cet instant unique. L'ensemble de la rédaction de Monaco Info se joint d'ailleurs à moi pour souhaiter un excellent anniversaire au Prince souverain. Passez une très belle soirée et une très belle fin de semaine sur Monaco Info.